Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'École du futur. Au programme aujourd'hui. Leur nom donne faim, oui, mais ce sont les plateformes qui veulent les croquer. Qu'est-ce qu'un cookie? Réponse avec la CNIL. Guillaume Gralet a plus d'un tour dans son sac et l'unité derrière la tech. Guillaume, tu vas rembobiner l'histoire des langages informatiques aujourd'hui. Ouais, c'est assez dingue. Puis on va voir à quel point il y avait des gens qui étaient en avance, et c'était en France. Eh bien tiens, pour une fois, et voilà. Les technologies de l'éducation font la une. 2022 sera l'année de l'EdTech ou ne sera pas. À quoi faut-il s'attendre pour les mois à venir? On en parle aujourd'hui en plateau avec Marie-Christine Levé, fondatrice d'EduCapital. Marie-Christine, EduCapital, c'est le premier fonds européen dédié au secteur de l'éducation et de la formation innovante. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis en duplex, Julie Boucon, cofondatrice d'Oli, l'app qui révolutionne l'apprentissage des langages pour les enfants. Bonjour Julie. Bonjour à tous. Mais d'abord, séquence éducation aux écrans, tout de suite avec la CNIL. Et ce vendredi 28 janvier, c'est la journée européenne de la protection des données, l'occasion pour nous de revoir nos classiques. Leurs miettes sont scrutées par les publicitaires et les sites web pour vous suivre à la trace. Mais qu'est-ce qu'un cookie? On vous explique tout, encore une fois, avec la CNIL. Un cookie, c'est un petit fichier stocké par un serveur dans votre ordinateur qui permet de collecter vos données de navigation sur le web. Certains sont nécessaires pour vous rappeler par exemple le contenu de votre panier. Mais d'autres ne servent qu'à une chose, faire de la publicité ciblée. Dans ce cas, les cookies permettent de mémoriser vos données pour créer un profil détaillé de ce que vous consultez, les produits regardés, les liens cliqués et le temps passé. Des infos partagées entre différents intermédiaires et parfois revendues. Et lorsque vous arrivez sur une page avec de la pub, ces acteurs en sont informés et vont chercher ce qui est le plus susceptible de vous toucher. Parfois, ils peuvent même combiner les données pour améliorer leur ciblage. Et bien sûr, celui ayant le plus d'informations sur vous a toutes les chances d'avoir une publicité efficace. Ce qui encourage chacun à collecter le plus d'informations possible pour être compétitif. Maintenant que vous savez ce qu'est un cookie, rendez-vous sur CNIL.fr pour maîtriser votre navigateur. Les data qui sont au cœur d'un des écosystèmes qui veut se fédérer justement, c'est l'EdTech. Et l'EdTech dans tous ses états, on en parle tout de suite. Pas de métro, mais boulot et visio. Ben oui, ça, c'est une scène qui s'est beaucoup répétée depuis le printemps 2020, surtout quand il faut aussi faire classe à la maison. La Covid-19 a provoqué la pire crise de l'éducation et des apprentissages depuis un siècle. C'est pas moi qui le dis, c'est le dernier rapport de la Banque mondiale. Mais heureusement, il y a les technologies de l'éducation. On les appelle EdTech. Mais de quoi est-ce qu'on parle exactement? Marie-Christine, l'EdTech, c'est juste des cours en visioconférence? Alors, l'EdTech, c'est tout sauf des cours en visioconférence. L'EdTech, ce n'est absolument pas un prof tout seul face à un écran avec que des enfants en caméra off, en ne sachant pas ce qu'ils font. L'EdTech, dans le cadre de l'école, ce sont des outils et des services à la destination du professeur pour rendre sa classe plus engagée, pour donner un apprentissage plus personnalisé. Donc voilà, donc le Zoom, on a utilisé le Zoom parce qu'on n'était pas prêt. Ouais. La crise du Covid est arrivée, 1,7 milliard d'élèves, de professeurs, de parents se sont retrouvés pas prêts. Et donc on a utilisé les outils qui existaient et ceux qui ont pris le marché, ça a été les GAFAM et les Zoom. Et voilà, donc il y a eu le système D qui s'est installé. Les profs ont essayé de faire des cours même sur Discord. Il y a eu des boucles WhatsApp, mais tout ça, ce n'est pas de la tech. D'ailleurs, toutes ces entreprises n'ont pas des modèles économiques liés à de la tech, c'est des modèles économiques publicitaires. On l'a vu avec l'exemple des cookies. Non, au contraire, la tech, c'est vraiment des outils, des services qui aident le professeur à intéresser plus les élèves. Et aujourd'hui, on a un constat, c'est que les jeunes sont de plus en plus en décalage avec l'école. L'école n'a pas changé depuis 40 ans. Tout ce que l'on utilise finalement comme nouvelle technologie dans notre vie quotidienne pour réserver un voyage, faire ses courses en ligne, on ne l'utilise pas dans l'éducation. On n'a pas utilisé d'innovation dans l'éducation. Donc la tech, c'est l'innovation au service de l'éducation et de la formation. Et on détaillera justement les tendances de 2022 dans quelques minutes. Julie Boucon, votre propre start-up Oli est un parfait exemple d'EdTech.
Alors, en effet, ce qu'on a souhaité avec Howdy Howdy, c'est réinventer la façon d'apprendre les langues, et plus particulièrement l'anglais. Et comme le disait Marie-Christine Levet, c'est l'objectif des EdTech, c'est de pouvoir permettre aux enfants d'apprendre différemment avec des outils numériques pour pouvoir justement continuer à les intéresser via ce biais et aussi proposer des parcours personnalisés, puisque dans les technologies liées à l'éducation, on peut justement utiliser différents outils comme l'apprentissage différencié ou, par exemple, nous, dans notre cas, la reconnaissance vocale pour pouvoir permettre de travailler la prononciation pour l'apprentissage de la langue. Alors justement, pour venir en aide aux enseignants, aux professeurs, aux parents et peut-être quand même aussi un petit peu aux élèves, les EdTech ont su redoubler d'efforts, innover pour permettre surtout la continuité des enseignements pendant ces premiers confinements. 2020-2021, est-ce qu'on peut dire que ce sont les années où on a enfin pris la mesure de l'importance des EdTech? Ah oui, alors 2020 a été vraiment une année de décollage pour l'EdTech. Il y a eu plus de 16 milliards investis dans l'EdTech dans le monde. On aurait pu se dire, oui, on a beaucoup investi parce que c'était une année de confinement où la plupart des élèves étaient chez eux. Mais 2021, il y a quand même eu une reprise à la normale dans la plupart des pays. Et l'EdTech a continué à boomer. Il y a eu 20 milliards investis dans l'EdTech en 2021. Donc vraiment, on peut dire que cette crise du Covid, elle a été un catalyseur pour le secteur de l'EdTech. On a gagné 5 à 10 ans en termes de rapidité, de transformation des modes de consommation. Et le marché de l'EdTech, il a pris 175 milliards en l'espace de quelques mois. C'est un marché qui est estimé aujourd'hui à 500 milliards. Donc vraiment, voilà, c'est l'année du décollage de la tech et je pense que c'est vraiment quelque chose de pérenne dans la mesure où on aura de plus en plus besoin d'apprendre de manière différente en lien avec les usages de la nouvelle génération et pour aussi mieux préparer à cette société digitale et aux métiers de demain. Et on a vu justement, Guillaume, beaucoup d'exemples. Alors Marie-Christine en parlait tout à l'heure, de grandes plateformes très connues qui tentaient justement de s'adapter à ces besoins nouveaux de 2020 et 2021, proposer des services éducatifs. Mais il y avait aussi d'autres scale-up, d'autres startups qui, elles, avaient des propositions originales. Oui, moi j'adore l'initiative Jitsi, en fait, qui est née à l'université de Strasbourg et qui est entre guillemets un Zoom-like, mais en open source, c'est-à-dire qu'à destination au départ des universités, des grandes entreprises, toutes celles qui le veulent, et qui garantissent de ne pas aspirer vos données. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très intéressant, qui peut intéresser, Marie-Christine, vous parliez des enfants en partie, mais tous les âges, et c'est assez intéressant. Julie, on revient vers vous parce que, encore une fois, ces doubles années confinées, là aussi, elles ont poussé à avoir plus d'une idée et à innover de façon finalement assez importante, même assez incrémentale quelque part. Alors oui, tout à fait. Ça a obligé tout le monde à se réinventer, les professeurs en premier, ceux qui ne souhaitaient pas, ou entre guillemets, qui n'avaient pas pris le temps encore de se mettre au numérique, ont été forcés de le faire. Comme Marie-Christine Levet le disait, je pense qu'en quelques mois, on a gagné 5 à 10 ans. Donc tout s'est accéléré. Tout le monde s'est rendu compte qu'on était obligé de vivre avec et qu'aujourd'hui, ça pouvait être un outil formidable en cas de fermeture de classe pour pouvoir justement poursuivre les apprentissages. Il y a eu beaucoup de bricolage au début et je dirais que maintenant, c'est place justement à la mise en place de tout ce qui a été créé pendant ces années. Et puis on voit que c'est un marché qui est en pleine effervescence aujourd'hui. Marie-Christine en parlera mieux que moi, mais on voit que voilà, il y a eu beaucoup de décollage d'EdTech et c'est évidemment lié à toute cette crise sanitaire à laquelle on a dû tous faire face. Mais alors Julie, justement, on a compris que le numérique avait permis quelque part une continuité de l'apprentissage quand les classes fermaient, mais comment est-ce qu'on capitalise aujourd'hui sur justement tout l'acquis qu'on vient justement de pouvoir avoir depuis ces 2 années, puisqu'on partait finalement de pas forcément très loin, mais maintenant qu'on a réussi à pouvoir ancrer des usages, comment les maximiser, en bénéficier ? Alors, pour capitaliser sur, je dirais, cette accélération, il va falloir évidemment continuer à équiper les classes et à former les professeurs, parce que ce qui a énormément pêché au démarrage de tout ça, ça a été qu'il y avait vraiment une inégalité de formation pour les professeurs.
Et donc, c'est surtout les professeurs à plus d'un titre et au premier titre, même, sur lesquels il faut finalement mettre toute notre attention. Marie-Christine, c'est ça, si je comprends Oui, alors bien il faut faire rentrer l'EdTech à l'école, ça c'est vraiment primordial. Et donc, effectivement, avoir des écoles équipées. Deuxièmement, former les professeurs. C'est clair que voilà, les professeurs n'étaient pas formés quand le premier confinement est arrivé, donc ils se sont débrouillés avec les moyens du bord. Et ensuite, il faut rentrer de l'innovation pédagogique. Il faut vraiment pouvoir innover dans la manière dont on enseigne et la manière dont les élèves aussi apprennent avec de l'innovation. Et pour vous donner quelques exemples, nous on a investi dans une société qui s'appelle Labster, qui est une société au Danemark, qui fait des laboratoires virtuels pour l'apprentissage des sciences. On s'aperçoit aujourd'hui que l'apprentissage des sciences est de moins en moins plébiscité par les élèves, en particulier par les filles. Il y a moins en moins de filles qui choisissent l'option scientifique à partir de la première, et ce qui est quand même un peu dommage pour le monde de demain qui sera de plus en plus scientifique, et parce que c'est assez rébarbatif, c'est dur à comprendre. Et donc là, on a des laboratoires virtuels qui permettent donc de faire des expériences, de manipuler en 3D ou en réalité virtuelle dans sa classe sans aller dans des labos, parce que beaucoup d'écoles ne sont pas équipées de labos. Donc c'est vraiment de l'innovation pédagogique. Dans l'apprentissage des langues, on en a parlé avec Oli, il y a plein de choses à faire. Il faut apprendre les langues avec de la vidéo, avec du son, avec de l'image, et pas de manière très classique, en lisant des choses. Donc voilà, donc c'est vraiment comment on innove. Et la plus grosse révolution dans la tech, c'est l'apprentissage personnalisé. C'est l'adaptive learning, c'est l'utilisation des data et de l'IA pour donner à chaque enfant un parcours personnalisé. Et donc, c'est comme si on avait 30 maîtresses dans une classe au lieu d'en avoir qu'une seule. Et c'est ce que faisait le professeur particulier quand il a 2 élèves en même temps. Il donne des exercices différents à l'un à l'autre. Sauf que là, avec les datas, on arrive à construire des parcours personnalisés. Et donc, on arrive à faire ça dans des classes de 30. Et c'est vraiment la meilleure façon pour, faire en sorte que les bons élèves progressent, mais surtout que ceux qui ont des difficultés ne décrochent pas. Parce que le grand fléau quand même que l'on a en France, c'est le nombre de décrocheurs. On a 100 000 enfants qui décrochent chaque année du système scolaire. Donc, ces 100 000 enfants qui vont avoir des problèmes toute leur vie, c'est des énormes problèmes sociétaux, c'est un coût pour la nation énorme. Julie, Marie-Christine parlait à l'instant d'adaptive learning. C'est justement une approche sur laquelle vous misez avec Oli dans la nouvelle version justement de l'application, où là aussi vous pouvez de façon extrêmement fine pouvoir proposer un parcours sur mesure quasiment à chaque enfant dans son apprentissage des langues. Alors, en effet, dans les tendances qui ont été mises en avant en 2022, donc on en parlera plus tard, mais je dirais qu'une des tendances, c'est en effet donc l'adaptive learning ou apprentissage différencié, puisqu'un enfant, pour être performant, ou un élève, a vraiment besoin d'avancer à son rythme. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, aujourd'hui, les classes sont surchargées. Un professeur ne peut pas donner la même attention à chaque élève, et lorsqu'un enfant est en difficulté, aider chaque élève. Donc c'est vrai qu'avec des applications et l'outil numérique, ça permet vraiment de pouvoir pousser un parcours adapté à chaque enfant et continuer à l'intéresser afin qu'il ne décroche pas. Ouais, du sur-mesure pour éviter le décrochage. Est-ce qu'on peut dire rétrospectivement d'ailleurs que les EdTech, la vôtre par exemple Julie, celle que vous soutenez aussi Marie-Christine, ont permis de réduire les inégalités scolaires en 2020 et 2021 ? Alors je dirais que l'EdTech, quand c'est le parent qui achète, malheureusement ça ne réduit pas l'inégalité, parce que c'est plutôt des parents favorisés ou des parents qui prennent conscience des enjeux, qui achètent ces apps, même si elles sont très peu chères pour leurs enfants. Pour que l'EdTech soit vraiment inclusive, il faut qu'elle rentre dans l'école. Et c'est pour ça que nous, on espère que dans les prochains programmes de tous les candidats à la présidentielle, l'EdTech aura un rôle clé, puisque c'est vraiment en rentrant dans l'école qu'elle a un enjeu de démocratisation, d'inclusion fort. Et c'est crucial. Autrement, les parents peuvent faire plein de choses. Aujourd'hui, il y a plein d'apps disponibles, il y a plein de services pour les parents, mais c'est pour vraiment la rendre très inclusive et enlever toute différenciation, il faut passer par l'école et passer par le prof. Le prof a un rôle clé pour les petits. Après, à l'âge adulte, on peut faire les choses seul et apprendre seul en ligne. Mais tant que l'enfant jusqu'à la terminale, le professeur a un rôle clé.
Julie, Marie-Christine soulevait une information et en fait très important. En effet, pour réduire les inégalités, encore faut-il que le prix des EdTech soit finalement abordable pour toutes et pour tous. C'est ça aussi l'idée d'inclusivité des EdTech que vous pouvez défendre avec votre modèle notamment? Alors oui, je partage tout à fait ceci. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a 2 applications. Donc, on a une version à destination des familles où on a vraiment visé un prix très bas pour pouvoir répondre, on va dire, au plus grand nombre. Mais en effet, certains n'ont pas les moyens de se le payer. Et on a créé en fait le pendant de notre application pour les écoles qui est distribué par l'éditeur scolaire Bordas. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on propose une version qui peut s'utiliser sur tablette, mais également sur rétroprojecteur, parce qu'on est consciente aussi que toutes les classes ne sont pas équipées de la même manière. Et je pense que malgré tout, il y a encore vraiment un effort à faire de la part du gouvernement de justement continuer à numériser les écoles. Et c'est vrai que le premier degré, ça reste l'école des pauvres, elle est moins bien numérisée. Donc j'espère aussi que dans les prochaines propositions, il y aura en effet la EdTech qui sera au cœur de tout ça. Et Guillaume, ça nous rappelle une histoire étrangement familière, politique et innovation et numérique en même temps. C'est le fameux label de la grande école du numérique qui a été porté par les gouvernements successifs. Oui, bien sûr, et c'est quelque chose d'extrêmement important, et ça ne marchera, vous l'avez très bien dit, que si tout le monde peut avoir accès. Alors moi, j'adore le logiciel libre, mais il y a d'autres manières que les enfants, puisqu'on parle souvent d'eux, ou les adultes puissent s'emparer de tout cela. Mais il faut à la fois donner envie, il faut pas faire peur, parce que l'éducation, ça peut faire peur quelquefois, mais surtout que ce soit facile d'utilisation. On en parlera tout à l'heure. La facilité d'utilisation, l'inclusivité pour les enfants, pour les familles et pour les enseignants. Il faut toujours penser à ce triptyque-là. C'est pas forcément évident à dire. Je vais peut-être acheter une application d'élocution, moi, pour que justement ça puisse fonctionner, une EdTech. Oui, alors la formation des profs est clé. Plus, à la limite, c'est plus que le prix, c'est la barrière psychologique. Aujourd'hui, quand même, il faut se rappeler que 2/3 de la génération Z considèrent YouTube comme son premier moyen d'apprentissage. Donc, plus la famille est défavorisée, plus l'emprise des GAFAM est importante. Et ça devient finalement le seul moyen d'apprentissage. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on peut aussi apprendre différemment. Il y a plein de choses belles dans des bibliothèques de données, etc. Et c'est pour ça que l'école est pour nous l'élément fédérateur de l'inclusion sociale. Julie, en effet, famille, enfants, enseignants, enseignantes, on revient à ce triptyque, ça y est, je l'ai dit enfin à peu près comme il fallait. C'est vraiment fondamental, encore une fois, pour faire que tout prenne, tout se lie, qu'il y ait la cohérence justement entre l'école et vos propositions en matière d'EdTech. Alors oui, en effet, je pense que chacun a un rôle primordial dans la réussite des enfants. Maintenant, c'est vrai que l'école reste le socle d'égalité des chances, et pour les enfants les plus défavorisés, il y aura certainement un déséquilibre où le professeur jouera un rôle encore plus important dans la réussite de l'enfant. Marie-Christine ? Oui, je voulais rajouter quelque chose qui me paraît clé, c'est qu'il faut redonner de la liberté pédagogique aux professeurs. On voit bien que les pays dans lesquels la tech fonctionne bien et les pays dans lesquels qui sont au top des classements PISA, comme les pays du Nord, il y a une énorme liberté pédagogique donnée aux professeurs. Alors déjà, le professeur est très bien considéré, bien payé, bien formé, mais en plus, il a la liberté de choisir le service et l'outil qu'il veut pour enseigner à sa classe. Et je pense que cette notion de liberté pédagogique et d'autonomie donnée aux professeurs et aux directeurs d'établissement est clé pour faire en sorte que l'on ait une éducation plus innovante. Et les solutions justement pour fédérer l'écosystème de l'EdTech, les tendances aussi à suivre en la matière pour 2022, on y revient dans la deuxième partie de notre émission parce que d'abord, on fait un tour par la planète Tech. Des vidéos, des images qui vont certainement vous faire réagir, sélectionnées encore une fois par Cheryl Jessica Isenge. So
So here at Zara right now, ladies and gentlemen. So they're gonna put my clothes in here, not scan any tags, read my clothes. I don't know how they're doing this. And they're telling me exactly what I have by price. Same shirt, literally right here. Same sweater, logo, right here. Literally, where's the sweater? Where's the sweater? Look at this. Same shirt. And then ਚਤੜਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਪਈ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿਣਾ ਸੋ Ne vous rapprochez pas de votre écran de télévision si vous portez un casque immersif. Vous êtes bien sur le plateau de l'École du Futur. On est toujours ici avec Marie-Christine Levé pour le Fonds d'investissement et du capital. Et en duplex avec Julie Boucon, Julie, cofondatrice de l'application d'apprentissage des langues Oli. Et avant de passer en revue les tendances de l'EdTech pour 2022, Guillaume Gralet rembobine le numérique. Guillaume, on va jeter un coup d'œil dans le rétro aujourd'hui avec toi parce qu'on voit l'apprentissage du code devenir un sujet prépondérant de la présidentielle française et pourtant, il n'y a pas vraiment grand-chose de nouveau sous le soleil. Oui, alors pour ceux qui adorent se plonger dans le passé et penser que la France était meilleure avant, eh bien ils peuvent se plonger dans une histoire récente. Et à partir de 81, il y a un centre que j'ai redécouvert, qui existait à Paris, qui était accessible à tous, qui était ouvert pendant 5 ans. Il s'appelait le Centre mondial de l'informatique et des ressources humaines. En fait, on doit ce centre à une géniale intuition de plusieurs sommités de l'informatique mondiale. Alan Kay, par exemple, un des spécialistes de la programmation orientée objet, également Henri Gouraud, Patrick Baudelaire, des sommités qui ont eu envie en fait de donner aux enfants d'apprendre à programmer, à se familiariser au logo, c'était le langage à l'époque, et ils ont utilisé en réalité une petite tortue, on va en parler tout à l'heure, et on doit également, cette intuition, c'était portée par Jean-Jacques Servan-Schreiber. Jean-Jacques Servan-Schreiber avait envie que ce centre mondial ait également des antennes en Afrique. Il y a eu des projets très intéressants qui ont été portés par Nicolas Négroponte, notamment en Éthiopie, et qui permettaient vraiment de s'approprier différents langages informatiques. Alors je garde la référence à la petite tortue pour tout à l'heure, on va voir à quoi ça va nous servir dans cette chronique, mais en effet, tu le rappelais Guillaume, ce centre a été porté par Jean-Jacques Servan-Schreiber, influencé s'il en est par Seymour Papert, un mathématicien né en Afrique du Sud et qui s'est fait connaître aux États-Unis. Alors Seymour, j'adore ce personnage, il était vénéré par Marvin Minsky, après j'arrête dans les références, mais Marvin Minsky c'était quelqu'un en IA, c'est juste quelqu'un d'extraordinaire. Et en fait, Seymour Papert, il a dit exactement ce que vous avez dit, Marie-Christine, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'apprendre aux enfants tout. On ne peut pas tout leur apprendre, ça ne sert à rien de leur ingurgiter des connaissances à l'infini. Il faut au contraire leur donner des outils pour qu'ils puissent
apprendre eux-mêmes ce dont ils ont besoin. Donc c'est vraiment véritablement leur donner des outils et on peut résumer très rapidement son état d'esprit autour du constructionnisme. En fait, il a été influencé par l'école de pensée de Jean Piaget, un psychologue suisse. L'idée, en réalité, c'est vraiment de donner aux enfants des outils et surtout leur donner envie d'apprendre. Et c'est là où je ressors ma référence Tortue, puisque tu nous parlais tout à l'heure de Logo, le langage de programmation, qui était une autre philosophie d'apprentissage. Pourquoi cette tortue, enfin, on veut savoir. En fait, on a l'idée, effectivement, c'est d'utiliser des animaux. C'est-à-dire qu'avec cette tortue, on pouvait orienter son déplacement, aller à gauche, à droite, en programmant. Donc, ça donnait envie de programmer. Et puis surtout, on devenait acteur. En réalité, cette tortue Marjorie, elle doit te rappeler un petit chat, le petit chat Scratch. de Scratch, voilà, auquel mes filles ont adoré jouer. Alors, un peu moins maintenant, mais en tout cas, quand même sans savoir lire ou écrire, elles aimaient bien orienter ce petit chat. C'est un autre projet du MIT où a enseigné Seymour Papert, un projet gratuit, donc je trouve ça super intéressant. Et Seymour Papert a travaillé sur énormément de projets, notamment le projet Mindstorms chez Lego, par exemple. Je te sens nostalgique de cette période, mais je vais te donner une nouvelle. Ce centre a été fermé en 1986. Ça, c'est fait. Mais il y a d'autres initiatives pour nous préparer au langage de demain, toujours de manière ludique. Il y a un exemple, par exemple, qui est né en France. Oui, je voulais parler très rapidement quand même du présent, parce qu'il y a quand même des super trucs aujourd'hui. Il y a un exemple qui s'appelle Kidaya. Alors, Kidaya ne va pas s'appuyer sur la réalité virtuelle qui peut être géniale. Là, on va s'appuyer sur ce qui ressemble à des hologrammes. Et là, on va s'adresser à tout le monde, également des enfants dyslexiques atteints d'autisme. On va pouvoir faire des chiffres grâce à ses doigts en utilisant des tablettes tactiles. Tout est toujours sous-titré. Tout le monde a vraiment envie d'apprendre. C'est très inclusif. Et alors, il y a une autre tendance qui, là aussi, va intéresser les plus jeunes, c'est le no-code. Ça devient vraiment le nouveau cool. Ouais, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que depuis les années 70, le logiciel est littéralement partout. Software is eating the world, pour reprendre l'expression de Marc Andreessen. Et les langages sont devenus de plus en plus de haut niveau. C'est-à-dire que les premiers langages de programmation, ils permettaient de coder avec des 0 ou des 1. Sont arrivés ensuite des langages qui ont introduit des concepts notamment autour de fonctions. On a eu également ensuite des objets dans la base de données. On a parlé tout à l'heure de la programmation orientée objet. Et le no-code va permettre, en tout cas c'est la promesse, de programmer en travaillant avec des boutons, des images, des utilisateurs. On revient à une programmation très visuelle et ça va intéresser les plus jeunes, mais également les personnes qui veulent se reconvertir. C'est-à-dire que vous allez vous sentir dans un univers plus familier. Et il y a aussi des Français qui travaillent sur le no-code. On le verra peut-être très bientôt sur le plateau de l'École du Futur. Je dis ça, je dis rien. Mais il y a aussi des Français qui sont partis s'installer à New York pour développer leur plateforme, par exemple Bubble. Oui, on le doit au Français Emmanuel Strachnov. Emmanuel, il a eu l'idée effectivement de Bubble. Bubble, il nous explique, alors c'est peut-être un peu frustrant, il nous dit « Donnez-moi vos projets, moi je m'occupe de tout, mon équipe s'occupe de tout. » Mais je lui dis « Mais comment ça marche vraiment ?» Il me dit « C'est comme Excel, c'est-à-dire qu'Excel, tu as des données, tu t'en sers et ça fonctionne. » Alors il me donne plein d'exemples. Il m'a dit une start-up qui s'appelle Otter, en fait, qui fonctionne, qui grossit aujourd'hui sans ingénieur. Il y a une entreprise Cure qui également est née en France et en pleine croissance grâce à ces outils. Alors, j'ai envie de dire, c'est absolument fabuleux. Ceci dit, il faut quand même garder un appétit, savoir avoir cette fameuse littératie numérique pour savoir au moins de quoi on parle. Mais en tout cas, c'est prometteur et surtout, ça montre que tout le monde peut s'intéresser à l'informatique, tout le monde peut créer des programmes, des objets. Belle démonstration si l'on est Guillaume, Marie-Christine. En effet, ça nous pose la question de savoir si le code doit rentrer, ou le no-code là pour le coup, doit rentrer à l'école, ou est-ce que ça reste un apprentissage qui est plutôt soutenu par les EdTech, plutôt pour son propre savoir? Non, moi, je pense que le code doit rentrer à l'école. Nous, on a investi dans Magimakers qui propose des cours de code pour les enfants. Alors, non pas pour faire des enfants tous des programmateurs et des développeurs, puisque finalement, peut-être que la machine saura mieux programmer que l'humain, mais plutôt pour comprendre le monde de demain, pour comprendre ce monde qui va être de plus en plus digital et pour surtout ne pas en avoir peur et faire en sorte que ce métier du numérique ne crée pas des barrières où certaines personnes se disent c'est pas pour moi, et ne pas avoir non plus un numérique qui n'est fait que d'ingénieurs plutôt blancs, hommes. Voilà, c'est pour aussi amener de la diversité dans ce monde du numérique. Et aujourd'hui, effectivement, le no-code est une assez grosse révolution puisqu'il va permettre à plein de personnes qui n'avaient pas de site web ou des petits commerçants,
des petits artisans de créer leur vitrine web et de tester aussi pour toutes les sociétés plein de choses grâce au no-code. Donc effectivement, c'est une révolution et tout ce besoin d'apprendre à coder, il vient aussi du fait qu'il y a énormément de jobs dans l'industrie du numérique. Aujourd'hui, il y a un chiffre quand même qui est assez incroyable. C'est 65% des enfants aujourd'hui en primaire feront demain un métier qui n'a pas encore été inventé. Il y a plein de métiers nouveaux qui arrivent et donc il faut former les enfants, les jeunes à tous ces nouveaux métiers du futur. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même ce qu'on appelle le fameux skill gap, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un trou entre les besoins des entreprises et finalement ce avec quoi les jeunes sortent comme compétences et donc ce qui fait qu'on a plein de chômage alors qu'il y a plein d'entreprises qui n'arrivent pas à trouver du personnel. Julie, ce fossé de compétences que Marie-Christine était en train de soulever et puis aussi cette idée de se dire que tous les métiers sont encore possibles, sont encore découvrables, est-ce que là aussi c'est une des missions de l'EdTech ? Alors, en effet, et moi, un sujet qui me tient assez à cœur sur l'histoire du codage, c'est de pouvoir l'intégrer dans les écoles le plus tôt possible pour créer des vocations chez les filles. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore trop peu de femmes, enfin les femmes sont sous-représentées dans tous ces métiers. Tous les métiers du futur intégreront toute cette logique et je pense qu'il faut donner goût aux enfants sur cette problématique du codage et de toutes ces logiques dès le plus jeune âge. Donc ça devrait faire partie des matières fondamentales enseignées dès les primaires. Et on retourne à notre discussion justement sur l'EdTech dans un quart de seconde. Sur quelle tendance d'ailleurs faut-il miser en 2022 pour faire de l'éducation un véritable écosystème numérique ? Retour à la discussion vraiment tout de suite. Et on le rappelait en première partie de cette émission avec vous, Marie-Christine, ces technologies de l'éducation, c'est aussi un incroyable marché que se disputent géants de la tech et start-up ou même scale-up. Ça a été une année record 2021 en matière d'investissement. Concrètement, quels sont les grands noms de la tech dans lesquels les marchés font confiance ? Alors effectivement, 2021 est une année record, 20 milliards investis dans la tech, il y a 30 unicornes, les fameuses licornes EdTech, des sociétés qui ont atteint plus d'1 milliard de valorisation. Alors, c'est très intéressant de voir qu'il y a une redistribution totale des cartes de l'EdTech. Jusqu'à récemment, les grandes puissances de l'EdTech, c'était la Chine en premier et les États-Unis. La Chine le gouvernement chinois a totalement arrêté l'EdTech, puisque l'EdTech devenait très peu inclusif, dans la mesure où les familles étaient arrivées à un paroxysme, les enfants allaient à l'école et retournaient à l'école ensuite, faisaient des after-school sur des langues, et voilà. Et donc le gouvernement a jugé cela totalement pas égalitaire et donc a supprimé l'EdTech. Donc du coup, la Chine n'est plus du tout une puissance EdTech. Et ce qui est très bien, c'est que l'Europe commence à émerger. Pour la première fois, il y a eu plus de 3 milliards investis en Europe dans l'EdTech. Donc, on a toute notre place à prendre dans le jeu mondial. On a des très belles startups EdTech en France. Il y a plus de 500 startups EdTech en France. Alors, il nous manque un marché, on pourra y revenir. Et parmi les grandes puissances, l'Inde est devenue une très, très grande puissance EdTech. Il y a la première décacorne indienne dans l'EdTech. Julie, quand vous entendez justement ces sommes records, ces grands noms de votre secteur dans lequel les investisseurs justement mettent leur bille, si j'ose dire, vous vous dites quoi? Que ce sont finalement des modèles pour des startups et des scale-up comme la vôtre? Vous les regardez avec envie ou vous vous dites attendez, nous on peut proposer un modèle différent et ça peut très bien fonctionner aussi? Alors oui, enfin, je pense que c'est un marché qui est très dynamique. Avant 2020, on était encore aux prémices, au démarrage de ce nouveau marché. Donc je pense que c'est une chance pour nous aujourd'hui que ce soit un marché qui soit en accélération et ça permet aux startups françaises de la EdTech de pouvoir avoir des vraies ambitions pour continuer à grandir et s'internationaliser. Oui, et puis on le voit, ça fait effet boule de neige aussi. Le monde rivalise d'idées justement pour croquer une part de ce gigantesque gâteau que sont les technologies numériques pour l'éducation. La question qu'on se pose, qui est primordiale en effet, c'est comment est-ce que l'Europe peut tirer d'ailleurs son épingle du jeu, décidément. Guillaume, est-ce que vous avez une solution ?
Je pense que de toute façon, ce qui est très intéressant dans ce qu'on a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire soit des langages, des programmes très visuels ou qui s'appuient sur des langages informatiques, eh bien, par définition, on va effacer les frontières et on va effacer ces fameuses frontières linguistiques qui souvent font défaut en Europe. Donc ça, c'est très intéressant. Je pense qu'il faut être encore plus audacieux. On a beaucoup de médaillés Fields en France, par exemple, en Europe également, mais on a aussi beaucoup d'imagination. Il y a une initiative que je trouve intéressante dans la tech en ce moment, c'est Powers, c'est-à-dire qu'il va jouer sur une initiative un peu gamifiée pour ne pas jeter tous les jeux vidéo, c'est-à-dire que tout n'est pas forcément mauvais dans les jeux vidéo, ou en tout cas, le savoir ne doit pas être rébarbatif. Ça, c'est né en France, ils ont des ambitions mondiales et européennes, donc ça peut être un exemple à suivre, par exemple. PowerZ, je sais que c'est aussi un exemple qui vous tient à cœur, Oui, parce Marie-Christine. qu'on a investi dans PowerZ. Ah bah je savais pas du tout. Voilà, parce qu'on a eu la même analyse que Guillaume. Effectivement, l'idée de se dire que voilà, à un moment donné, on ne peut plus lutter contre ce temps d'écran, parce que voilà, les écrans sont rentrés dans la vie des jeunes, mais par contre, il faut faire en sorte que ce temps d'écran soit utile. Et donc Power, c'est vraiment un jeu éducatif. L'idée, c'est vraiment d'avoir un jeu qui fonctionne avec les mêmes mécanismes. D'ailleurs, c'est des gens du jeu vidéo qui ont conçu Powers. Donc c'est un jeu qui fonctionne avec les mêmes mécanismes que les grands jeux vidéo auxquels tous les jeunes sont accros, hein, les Fortnite et autres. Sauf que chaque fois que vous devez franchir une étape, vous devez résoudre un problème de maths, répondre à une question d'histoire. C'est pas agressif et on apprend en s'amusant et c'est que rêver de mieux. Ouais, c'est ça. Puis en fait, nous, on avait fait pas mal de gros dossiers. Enfin, on a fait pour Le Point, pour dire que l'attention, c'était vraiment ce qu'on avait de plus précieux. Et là, en fait, on réconcilie avec des technologies assez ludiques. On donne envie, on donne quelques solutions. Donc ça redonne un peu l'espoir. Et oui, parce que Guillaume, tu ne travailles pas que pour l'école du futur, tu travailles évidemment pour Le Point et peut-être aussi bientôt pour Marie-Christine Levé, visiblement, pour aller faire des choix de start-up et d'investissement. Mais Julie, justement, on voit que ces start-up portent haut les couleurs de l'EdTech en France comme en Europe. Alors vous allez me dire qu'un des meilleurs exemples, encore une fois, c'est Oli Oli, mais pas que. Est-ce que vous avez d'autres sources d'inspiration ? Alors oui, en effet. Il y a des très belles startups françaises qui se sont créées, et je pense que dans ce qu'on a voulu créer, on est assez proche des codes de PowerZ, dans le sens où aujourd'hui avec Oli Oli, ce qu'on a fait, c'est qu'on a encapsulé notre méthode pédagogique dans des briques de gamification pour évidemment amuser les enfants en apprenant. Il y a, je pense, beaucoup d'applications qui ont pris ce tournant. Je pense aussi à une start-up qui s'appelle Willoki, qui a essayé de réinventer les cours après l'école. Donc, je pense que c'est une vraie tendance marché d'utiliser le pouvoir des écrans au service de l'apprentissage. Toujours au service de l'apprentissage, en effet. On a parlé gamification, on a parlé un petit peu de réalité virtuelle, d'adaptative learning, d'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on peut justement aller piocher dans cet appareillage de technologie, cette grande boîte à outils numérique pour là aussi se dire qu'on peut apprendre, peut-être aussi à tous les âges de la vie d'ailleurs, et renforcer cet apprentissage avec les professeurs, les enseignants, les enseignantes? Alors, effectivement, il y a une palette d'outils. Je dirais qu'à la limite, ce n'est pas tellement la technologie qui est le plus important. Le plus important, c'est le user interface. C'est l'ergonomie, la facilité d'utilisation. Donc, c'est bien sûr utiliser de l'image. La réalité virtuelle, c'est super quand on manipule, pour des formations à des métiers manuels, par exemple. Mais ce qui est aussi une grande révolution dans l'EdTech, c'est le fait qu'on va justement apprendre à tous les âges de la vie, et on va apprendre tout au long de la vie, puisque les compétences deviennent très vite obsolètes. Il y a plein de choses qui arrivent tous les jours. Et donc, du coup, on est convaincu que le diplôme à vie sera un peu fini, et on va continuer à se former tout au long de sa vie. On va alterner des périodes de salariat, des périodes d'apprentissage, et on le voit bien que le télétravail a bouleversé les choses. Les gens peuvent mieux gérer leur temps. Et donc, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est toute la réforme aussi de la formation professionnelle qui a permis l'émergence du CPF, le fait que chacun peut maintenant choisir la formation sur laquelle il veut se former. Et ça, c'était vraiment une révolution des usages fondamentaux. Et on a des très belles startups dans ce domaine en France. Il y a Open Classroom. Nous, on a investi dans Live Mentor qui permet de se former à l'entrepreneuriat, de se former à créer des entreprises. Voilà, tout ce sujet de la formation continue et de la formation tout au long de sa vie et aussi ce que l'innovation et ce que la technologie permet d'apporter. Et Guillaume, tu adores te former tout au long de ta vie. Ouais.
Exactement. Et j'ai encore plein de choses à apprendre. Non, un petit mot effectivement sur la réalité virtuelle, mais t'en sais beaucoup plus que moi, Marie-Christine, mais c'est certaines. J'ai vu il y a pas longtemps une start-up à Station F qui utilise la réalité virtuelle pour se former à des métiers très pénibles dans la manutention. Un petit souhait peut-être pour l'avenir, Marjorie. On parle énormément des métavers en ce moment, de Decentraland, The Sandbox. On voit qu'il y a des choses, des concerts. On voit que les prix de l'immobilier battent tous les records. On a une envie, c'est que ça soit aussi là en partie, que se jouera peut-être le campus du futur, en tout cas, qui est cette envie d'apprendre qui aille sur les métavers. Le métavers, c'est la salle de classe du futur, Marie-Christine, pour vous ? Pourquoi pas? Ça peut être aussi le salon du futur. On a une start-up qui s'appelle Manza Lab qui fait des salons virtuels, des réunions virtuelles. Voilà, le métaverse pour l'entreprise. Power Z veut faire le métaverse pour les enfants. Je pense que c'est un bien grand mot pour dire des choses qu'on fait déjà. Oui, qu'on a connu avec Second Life en partie. Voilà, on a connu avec Second Life au début, mais sauf que maintenant, je pense que voilà, les usages sont là, les gens ont pris conscience des usages et aussi la technologie est là. Et il y a eu aussi une démocratisation des prix des casques et tout. Donc la réalité virtuelle est vraiment là pour tous les usages de formation aussi à des métiers manuels. Ouais, et puis on aura peut-être une poire artificielle, etc. Peut-être un dernier souhait sur mon souhait, c'est qu'il y ait plusieurs métavers, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un seul métavers. Qu'on puisse toujours avoir le choix aussi, parce qu'il y aura forcément des envies d'acteurs du numérique de s'accaparer tous ces mondes immersifs. Et donc de mixer EdTech et métavers ensemble. Julie, justement, vous y croyez au métavers comme salle de classe ou pas du tout ? Alors oui, complètement. Je pense que les enfants, pour apprendre, et même les grands, puisqu'au final c'est à chaque âge, ont besoin de vivre des expériences différenciantes. Et je pense que ça peut être un vrai levier d'apprentissage. On disait on apprend à tout âge, donc la gamification est évidemment une clé de succès, mais on peut très bien amener différentes expériences avec de la réalité virtuelle et je pense que voilà, pour les enfants et pour les grands, ça peut être vraiment quelque chose à explorer et à intégrer dans l'éducation. Et puis c'est important aussi pour apprendre tout au long de la vie, comme Attends, j'arrive pas là. Je comprends plus que... Je sais pas pourquoi j'avais... Et cela tout au long de la vie, Oui, mais pourquoi ? Oui, parce que je n'avais pas adressé cette question à Julie. C'est pas grave, on va partir sur la prochaine question. Il reste combien de temps ? Il reste 4 minutes, c'est ça ? Ok, on va repartir sur la question, une question suivante, parce que je ne vais pas réussir à auto-raccrocher cette réponse. Alors apprendre, c'est une belle chose, oui, mais peut-être aussi que cet écosystème numérique doit lui-même apprendre à se fédérer, Marie-Christine Levet. On parlait tout à l'heure des ambitions des autres pays dans le monde, de cette tectonique des plaques numériques et de la géopolitique de la tech. Oui, mais comment fédérer l'Europe autour de ces technologies de l'éducation ? Est-ce qu'on a une solution qui se dessine ? Alors, c'est vrai que l'Europe est multiforme, hein, mais quand on parle de technologie, on parle souvent de plateformes, d'outils qui peuvent vraiment franchir les frontières. Et on le voit d'ailleurs, nos belles startups françaises, elles arrivent vraiment à vendre à l'international. Et l'Europe doit quand même se fédérer pour faire aussi en sorte que ce ne soit pas les GAFAM qui fassent notre éducation de demain, puisque les GAFAM aujourd'hui rentrent dans l'école par des outils qu'ils mettent à disposition de manière gratuite. On sait très bien que leur modèle économique, c'est un modèle publicitaire, aussi un peu d'addiction à leurs produits. Et on n'a peut-être pas envie que demain, l'histoire de France soit expliquée par Google ou Facebook. Donc il y a, je pense, un enjeu important de construire une véritable tech européenne pour préserver notre souveraineté éducative, qui est vraiment, je pense, le fondement d'un pays. La souveraineté, c'est une très belle posture politique, mais c'est aussi une question de business. Vous parliez de taille de marché tout à l'heure. Concrètement, on a affaire à quel type de consommateur, de consommatrice, si je peux m'exprimer ainsi, pour les technologies éducatives ? Alors, les technologies éducatives, c'est un très large marché, puisqu'on commence à la petite enfance, où le consommateur, c'est le parent, et on va jusqu'à l'apprentissage tout au long de la vie, où le consommateur, c'est l'individu qui veut se reformer pour développer son employabilité. Donc, et l'entreprise qui veut aussi former ses collaborateurs pour les aider à monter en puissance, pour les former à des nouveaux métiers. Donc c'est un très très grand marché. Alors il y a un
pilier central qui est l'école. Et pour ouvrir ce marché de l'EdTech, il faut vraiment, à un moment donné, donner beaucoup plus d'autonomie à celui qui utilise. Puisque aujourd'hui, celui qui utilise, à savoir le prof, n'est souvent pas celui qui décide, ni celui qui achète, qui est souvent l'administration que l'on sait en France, centrale, un peu lourde à décider. Et donc, il faut à un moment donné ouvrir un peu le marché en faisant en sorte que chaque prof puisse avoir une carte bleue EdTech et choisir sur une plateforme ce qu'il fait dans la vie de tous les jours et choisir le produit, le service dont il a besoin pour engager sa classe. Parce que toutes ces technologies, elles ont vraiment, je pense, le but ultime, c'est pas la techno pour la techno, c'est la techno au service du professeur pour engager sa classe et pour faire en sorte qu'apprendre soit un plaisir et soit un jeu. Guillaume, justement, cette question d'ouverture du marché, comme le disait Marie-Christine, elle nous ramène aussi à la question de la régulation européenne. Et là, tu es un des meilleurs spécialistes de la question, s'il en est. Comment est-ce qu'il faut d'abord demander à l'Europe peut-être de mettre un petit peu d'ordre dans ces technologies éducatives ? Non, ce qui est sûr, c'est qu'on pourrait, alors je ne sais pas, vous allez me dire si je me trompe complètement, mais imaginez ce fameux Small Business Act dont on rêve depuis tant d'années. Alors on ne sait pas trop pourquoi il est bloqué, mais il est bloqué en ce moment. Et allouer une partie de ces budgets de commandes publiques à l'éducation, je pense que ça serait un véritable pari sur l'avenir et qui irait vraiment dans le sens de toutes les volontés qu'on a vues affichées par le passé à Lisbonne, par exemple, dans la société de la connaissance qu'on voudrait. Je pense que ce serait une bonne piste. Clairement, je pense qu'il faut faire de l'investissement dans l'éducation numérique une des priorités européennes. Et ensuite, il faut ouvrir des marchés récurrents qui permettent à toutes ces jeunes startups de se projeter dans l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ce marché de la startup EdTech, il vit aussi un peu beaucoup de subventions, d'appel à projet en appel à projet. Et il faut, à un moment donné, pérenniser ce marché nouveau qui sera un marché pour l'avenir de notre société, de nos enfants. Le faire passer à l'âge adulte. Julie, justement, dernière question avec vous. En fin de débat, comment est-ce que le digital va durablement changer l'école ? Alors, il peut durablement changer l'école en amenant des usages de la part des professeurs qui vont permettre aussi d'amener plus d'inclusion. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour parler du premier degré, tous les enfants ne sont pas à l'aise avec un papier et un crayon. Et nous, on s'est rendu compte avec notre produit que les enfants en difficulté, notamment dans les classes Ulysse, avaient des performances complètement équivalentes aux classes traditionnelles. Donc, je dirais qu'il faut évidemment aider les écoles à pouvoir plus se numériser. Et puis, faire entrer davantage les usages, faciliter la formation pour que les professeurs soient plus à l'aise et amener plus d'homogénéité dans cette numérisation et cette formation. Ouvrir les chakras de l'école quant à l'EdTech. Merci infiniment, Julie Boucon, d'avoir été une de nos invitées sur le plateau de l'École du futur. Merci infiniment, Marie-Christine Levé, d'avoir aussi joint cette conversation et ses ambitions pour l'écosystème de l'EdTech et le porter haut et fort en Europe. Merci à toi, Guillaume Gralet, évidemment, pour avoir rembobiné le numérique à nos côtés cette semaine. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux très rapidement pour suivre l'École du futur et School TV. On se dit à très vite sur cette antenne.